Bangalore était une petite ville indienne. Dans l'informatique, l'Inde devient un nouveau géant. Aujourd'hui, la capitale de la haute technologie héberge les multinationales informatiques. Les entreprises poussent comme des champignons. On l'a surnommée autrefois la cité-jardin de l'Inde, pour ses parcs créés par les Maharajas. Mais aujourd'hui, quand on pense à Bangalore, on parle plutôt de la Silicon Valley indienne. Cette ville, de près de 15 millions d'habitants, s'est transformée depuis la fin des années 1980. Attirée par un vivier de talents anglophones et des coûts de main-d'œuvre plus faibles, les multinationales de l'informatique s'y sont installées. Apple, Microsoft, Intel, Google, Amazon sont bien présentes à Bangalore. Mais la ville compte aussi de nombreuses start-up. Elle ne se contente plus de sous-traiter, elle innove, notamment dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, Bangalore héberge 31 des 32 data centers construits en Inde. Et ces installations ont évidemment un impact sur les ressources en eau, alors que la ville était déjà en difficulté. Plus largement, cette croissance effrénée pèse lourdement sur les infrastructures. Bangalore est la deuxième ville la plus congestionnée au monde, après Mexico. Les bureaux et les logements se sont construits sur tous les terrains disponibles et à chaque mousson, une partie de la ville se retrouve submergée parce que les eaux de pluie n'ont nulle part où s'écouler. La Silicon Valley indienne va-t-elle résister à cette pression ? Billet retour à Bangalore, c'est un reportage de Kansa Juned et Alban Alvarez. À plus de 7000 km de Paris, Ashvin Yardi dirige les opérations indiennes de Capgemini, l'un des plus grands employeurs du secteur informatique dans le pays. Au début des années 2000, cette multinationale française fut l'une des premières à s'implanter dans le sud de l'Inde. D'abord à Bombay, puis ensuite à Bangalore. Donc ici, vous voyez un plateau typique de nos débuts, avec notamment la gestion externalisée de services pour des clients internationaux. À l'époque, l'entreprise se spécialise dans la sous-traitance de services informatiques. Cela correspond à cette période où de nombreux clients cherchaient des solutions pour réduire leurs coûts de fonctionnement. Ces entreprises voulaient standardiser et délocaliser certaines de leurs activités. C'était notamment le cas des services clients et des centres d'appel, notamment pour les pays anglophones. Lorsqu'un consommateur rencontrait un problème avec un produit et appelait une assistance téléphonique, cet appel était en réalité redirigé vers l'Inde. Ashvin fut l'un des premiers salariés embauchés par Capgemini. Témoin privilégié de la croissance exponentielle de l'entreprise, tout comme celle de Bangalore. À l'époque, nous utilisions de grands ordinateurs de bureau. Ce n'est plus du tout le cas. Tout le monde utilise des ordinateurs portables désormais. Et cette photo, c'est le jour où nous avons passé le cap symbolique des 1000 employés. 26 ans plus tard, Capgemini emploie plus de 200 000 salariés. Autrefois considéré comme le centre mondial de la sous-traitance informatique, Bangalore s'est aujourd'hui imposé comme un pôle d'innovation. C'est depuis cette ville que Capgemini conçoit désormais ses propres technologies de pointe. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'entreprise peut contrôler la consommation d'énergie de tous ses bureaux à travers le monde. Nous n'aurions jamais imaginé être capables de cela. Déjà, il y a 25 ans, on ne parlait pas vraiment d'énergie renouvelable ici. Nous n'avions pas les outils, ni la maturité nécessaire pour y parvenir. Tout s'est accéléré ces dernières années. Nous avons déployé cette innovation dans tout le groupe et nous la proposons désormais à nos clients. En à peine un quart de siècle, Bangalore s'est transformé en une mégapole tentaculaire qui a vu sa population doubler, passant de 7 à près de 15 millions d'habitants. Autrefois tournée vers l'agriculture, la ville a profité de la libéralisation économique des années 90 pour devenir un géant de la tech. Surnommée la Silicon Valley indienne, elle abrite plus de 16 000 startups et génère à elle seule un tiers des exportations informatiques et de services du pays.
Vous pouvez commencer à tout préparer pour expédier le produit. Je veux juste vérifier une dernière fois celui-ci. Comment tu te sens? Ça va le volant, les commandes? Pranav Kaneria est revenu à Bangalore en 2017, après avoir étudié aux États-Unis. Avec Abhishek Gupta, il crée cette start-up qui développe grâce à l'IA des systèmes de conduite autonome pour des véhicules industriels. Ici, c'est le radar. Il permet aux robots de se repérer et de visualiser l'environnement. Là, à l'arrière, nous avons installé le boîtier informatique, de sorte que toutes les décisions puissent se faire à bord de la machine, sans passer par le cloud qui nécessite Internet. Cela permet d'utiliser notre système où le réseau peut être instable, comme dans les entrepôts, les usines, les exploitations agricoles ou encore les sites miniers. Depuis ce local aux allures de garage, les deux amis d'enfance ont embauché une équipe composée d'une 50aine d'ingénieurs. Ici, on code, on développe des logiciels ou encore des outils de cartographie. 5 mètres, c'est peut-être un peu court, non? À cette vitesse, 5 mètres devraient suffire pour freiner et éviter une collision. Avec plus de 1000 établissements d'enseignement supérieur, Bangalore dispose d'un immense vivier de talents. De quoi faciliter le recrutement de profils qualifiés et parlant couramment anglais. Il y a une énergie communicative que vous ne trouverez pas ailleurs. À Bangalore, vous faites partie d'une communauté. Vous avez suffisamment de gens formés, doués, les infrastructures sont performantes. Il y a plein d'événements autour de la tech. Et tout cela se nourrit, il y a une sorte d'effet boule de neige, un peu comme à San Francisco. Soit vous êtes l'employé d'une start-up, soit vous tentez de monter votre propre business. Tel un Eldorado, Bangalore attire les jeunes entrepreneurs de tout le pays. Tous viennent tenter leur chance. Parmi eux, Ankit Kumar, 26 ans. Il a pris le risque de quitter un emploi stable d'ingénieur en informatique pour lancer sa propre application. Celle-ci est conçue pour vérifier si l'intelligence artificielle utilisée par les banques respecte bien les réglementations en vigueur. Ici, vous pouvez voir que le logiciel a détecté ce que l'intelligence artificielle a réussi et là où elle a échoué. Si nous pouvons montrer en quelques secondes aux banques où leur IA a fonctionné ou non, ce sera forcément bénéfique pour elles. C'est ce que notre produit permet de réaliser. Pour Ankit, le principal défi est désormais de trouver des financements pour développer son application. Pour cela, il court les événements pour présenter son invention et tenter de convaincre les investisseurs. C'est toujours un mélange de stress et d'excitation. Il y a l'excitation de partager mon idée à d'autres personnes, mais il y a toujours un stress car soulever des fonds changerait tout pour moi. Chaque année, des centaines d'événements comme celui-ci sont organisés à Bangalore. Le but, réseauter et mettre en contact les créateurs et les jeunes pousses de la ville. Ce soir-là, 7 candidats sélectionnés parmi plus de 400 postulants vont présenter leur projet devant une salle comble. Ankit est le premier à se lancer. Nous cherchons 30 000 € pour démarrer. Certains d'entre vous conseillent en général de ne pas nous précipiter, mais dans le secteur bancaire, cela peut prendre 6 à 8 mois avant de convaincre des clients d'acheter notre produit. Ankit a 10 minutes pour convaincre un jury d'experts. Tu étais trop préoccupé à l'idée de tout nous montrer, mais la présentation ne fait pas tout. Du coup, dans la précipitation, le concept de ton entreprise n'était pas très clair. Pour ces aspirants entrepreneurs, ce type de soirée est une manière de poser le premier jalon, en suivant les conseils de mentors comme Shubham Jouria. Cofondateur d'un fonds d'investissement ayant levé 10 millions d'euros pour financer de jeunes startups, il reconnaît que la concurrence est rude. Seule une poignée d'innovations aura du succès. Il est toujours très difficile de monter une boîte, de lever des fonds, d'avoir des clients, surtout en Inde. Par exemple, ce soir, sur les 7 pitchs que nous avons écoutés, 3 idées se ressemblaient énormément. Dans une ville comme Bangalore, il est très courant de voir débarquer des personnes qui ne savent même pas pourquoi elles veulent créer une entreprise. Elles le font par mimétisme, car elles sont entourées de gens qui montent des projets. La prochaine étape pour moi est de continuer à présenter mon projet. Il faut que je m'améliore, c'est certain, mais je ne vais surtout pas me démotiver. J'ai senti que mon projet intéressait, il faut juste que je procède à des ajustements, choisir quoi mettre en avant. Devenu un centre de la tech en 25 ans, Bangalore ne compte pas s'arrêter là. La Silicon Valley indienne entend bien être un acteur de la prochaine révolution, celle de l'intelligence artificielle. Au risque de transformer un marché du travail déjà tendu dans le pays.
d'ici 2031, plus de 2 millions d'emplois pourraient être détruits à cause de l'IA en Inde. Pour certains, comme Himanshu, c'est déjà le cas. Embauché en tant que développeur dans une entreprise, il a été renvoyé moins d'1 an après son installation à Bangalore. Nous avons reçu un email de la direction qui annonçait que l'IA allait être totalement intégrée au sein de l'entreprise et que du coup, il n'avait plus besoin d'avoir autant de salariés. J'étais sous le choc. J'ai tellement donné pour avoir ce job. Chaque jour, il envoie une quarantaine de candidatures et consacre 5 à 6 heures à des cours en ligne sur l'intelligence artificielle. Toutes les offres d'emploi publiées demandent désormais des compétences, même basiques, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est devenu un passage obligé pour espérer être embauché quelque part. Pour Himanshu, impossible de retourner dans sa région natale, à 2000 km de Bangalore. Les offres d'emploi se trouvent essentiellement ici. Pour mettre toutes les chances de son côté, il participe régulièrement à des ateliers de remise à niveau gratuits comme celui-ci. Comme vous le savez, avec l'IA, tout devient plus rapide. Des tâches qui prenaient auparavant 10 jours peuvent être réalisées en moins de 24 heures désormais. La vraie question est de savoir comment rester compétitif, car si une intelligence artificielle peut remplacer 10 personnes, pourquoi une entreprise continuerait-elle à nous embaucher? Cela va entraîner beaucoup de chômage. Bangalore a beau être devenu incontournable, sa transformation n'a pas été sans conséquences sur l'environnement, et notamment sur les ressources en eau. Un développement anarchique que dénonce Anand Maligavad, qui a vu sa ville grandir trop vite. Regardez ce lac, il est rempli d'ordures. Et cette eau est totalement contaminée. Il y a 50 ans, on pouvait boire cette eau. On venait même s'y baigner. Désormais, elle sert de dépotoir pour les habitations environnantes, les hôtels, les usines. Ils jettent leurs déchets et leurs eaux usées en toute liberté. Plus de 200 lacs seraient pollués à Bangalore. La ville souffre également d'une vaste pénurie d'eau. Le gouvernement parvient à peine à répondre à un quart de la demande quotidienne des habitants, poussant des millions de résidents à dépendre de camions-citernes comme celui-ci. Ce tuyau relie la citerne à notre système. Imaginez un peu, 12 000 litres d'eau sont nécessaires pour alimenter les 1800 appartements de cette résidence, soit 3 000 à 4 000 personnes. Et acheter de l'eau de cette manière a un coût. C'est devenu extrêmement cher et de plus en plus difficile pour certaines personnes de suivre financièrement. Chaque mois, nous devons payer entre 25 000 et 40 000 euros pour toute la résidence. Toute la journée, ces camions-citernes multiplient les allers-retours. Un business en grande partie illégal, car pour extraire l'eau des nappes phréatiques, des centaines de milliers de puits ont été creusés sans aucune autorisation. Les autorités ont beau interdire le forage de puits autour des lacs sans permission préalable, mais regardez tout autour de vous. 1, 2, 3, 4 puits ont été creusés à quelques mètres les uns des autres. Conséquence, les lacs de Bangalore ont été asséchés. Aux portes de la ville, les campagnes subissent également cette pénurie d'eau. Il y a 20 ans, le niveau de l'eau pouvait atteindre 15 pieds, soit un peu plus de 4 mètres. Désormais, nous sommes à peine 1 mètre. Si on ne compte que la périphérie de Bangalore, 150 lacs sur 200 sont totalement asséchés. Sans compter que l'expansion de Bangalore a fait disparaître des centaines de lacs et de zones marécageuses sous des tonnes de béton. Qu'il s'agisse de lacs, de cours d'eau ou même de pâturages, les promoteurs ont tout pris pour bâtir des tours résidentielles, des appartements, des villas, des hôtels, sans compter les usines, les industries ou encore ces immenses technopoles. Ils ont totalement empiété sur des terrains qui n'étaient pas faits pour cela à l'origine. On parle désormais d'ouvrir de nouveaux data centers. Je ne suis pas contre le développement. Nous en avons besoin pour notre économie, pour créer des emplois. Mais à quel prix?
Avec quelles ressources? Rien que pour un centre de données, vous avez besoin d'1 million de litres d'eau par an. Au fil des années, Anand a été surnommé le sauveur des lacs de Bangalore. Il s'est donné pour mission de leur redonner vie, un à un. Celui-ci avait disparu au début des années 2010. C'est le premier qu'Anand a fait renaître. Un exploit réalisé en 45 jours à peine. Les oiseaux sont revenus et le bassin n'est jamais à sec. Nous ne sommes pas encore arrivés au point de saturation. Il est encore possible de sauver ces lacs. Mais il faut une volonté collective. D'ici 10 ans, il sera trop tard. Tandis que Bangalore développe les technologies de demain, les défenseurs de l'environnement avertissent que la Silicon Valley indienne ne pourra prospérer qu'en trouvant un équilibre entre innovation et protection du fragile écosystème dont dépend la ville tout entière.